De la marque Monsieur Barbier que je vous présente ici. On fait des produits cosmétiques pour hommes. Tout d'abord, on a commencé avec les produits de rasage, dit rasage traditionnel, voilà, avec un blaireau, une crème à raser ou un savon. Ensuite, on a étendu sur les produits pour barbe, parce que la tendance était là et que ça fait partie de l'univers Barbier. Donc, shampoing pour barbe, huile pour barbe et accessoires. Et ensuite, on s'est étendu ce qu'on appelle le men's grooming dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire tout ce dont un homme a besoin dans sa salle de bain, depuis le nettoyant visage jusqu'aux produits coiffants. Donc, du coup, ça nous divise en 4 catégories que sont soins visage, rasage, entretien de la barbe et styling ou produits coiffants. Ça a duré 5 ans de développer toute cette gamme parce qu'on était en autofinancement. Donc, il fallait qu'à chaque fois, on récupère les bénéfices d'un lancement avant de faire le suivant. Aussi parce qu'on se basait beaucoup sur les retours des clients et les idées des clients. Donc, la base de clients grossissants, il fallait qu'on gère l'innovation de manière ouverte. Et là, on va finir de sortir les produits coiffants début 2021 avec en plus un nouveau site. Donc voilà, au bout de 5 ans, on a réussi à créer à la fois l'univers d'un point de vue marketing et d'un point de vue produit et à traiter des centaines de retours clients pour que cette gamme corresponde le mieux à leurs attentes. Ok, donc du coup, ça fait 5 ans que la marque existe. Oui. Et là, ça va faire combien de produits en tout? Alors, on va avoir une quinzaine de références, si on ne compte pas les coffrets qui rassemblent plusieurs références, donc pour en créer de nouvelles, mais on a une quinzaine de références. Après, les gammes pour hommes sont en général beaucoup plus courtes. Il y a beaucoup moins de variations en fonction de type de peau ou de teinte pour le maquillage ou autre. Et en plus, il y a beaucoup de produits qui sont quand même 2 en 1, dans le sens où, par exemple, notre après-rasage, il y a un baume qui contient de l'acide hyaluronique et du RGNA, donc il fait un soin nourrissant, préventif, voire anti-âge, parce que c'est difficile pour un homme de voir 2 produits l'un derrière l'autre dans une routine, avec des fonctions qui peuvent sembler similaires. Ouais. C'est vrai que c'est des gammes plus ramassées et avec pas mal de doubles fonctions à l'intérieur. Et en plus, pour une marque qui a assez peu de volume, parce que l'homme, là aussi, contrairement au féminin, c'est 3%, je pense, de l'univers du soin. Il ne faut pas, pour tenir, s'étaler sur trop de références. Ouais. Après, on peut jouer sur faire des éditions spéciales. Donc là, on est en train de le faire. On aura une Black Edition de nos produits avec un parfum particulier sur certaines refs. Donc, c'est des séries capsules, on va dire, pour animer la marque. On fait pas mal de coffrets en partenariat avec des films aussi, parce qu'on était très proche de l'univers ciné. On a fait Men in Black, Terminator. Là, il y avait OSS qui était prévu, mais bon, il va certainement être reporté. Ouais. Là, on est en partenariat avec Miss en ce moment, un homme qui rêvait de devenir Miss France. Donc, ça permet de créer des nouvelles refs sans avoir tous les redéveloppements de A à Z et sans trop s'éparpiller non plus sur des micro-niches. Oui. Et du coup, vous les avez sortis, donc tu m'as dit que tu as commencé avec, donc c'était le blaireau et c'était quoi, 2 produits, 3? Alors, on a essayé à chaque fois de sortir une petite routine dans son ensemble. Ouais. Okay. J'essaie d'en attraper là, hop là. Il faudra couper peut-être. Une routine rasage, ça ressemble à un avant-rasage qu'on a rarement en fait dans les marques traditionnelles, qui est plutôt un produit typique des barbiers. C'est un produit, une lotion légèrement huileuse qui va mettre une enveloppe protectrice sur la peau et qui a un conditionnant pour ramollir le poil aussi avant le passage de la lame. Donc pour les gens qui ont une barbe très dure, comme par exemple les peaux noires sujettes au poil à incarner, ou une peau très sensible comme les peaux très blanches, ça permet de résoudre en grande partie des problèmes d'irritation de poil incarné. Donc, c'est un produit en général assez technique qui est plutôt chez les barbiers quand ils voient un profil de client qui est sujet à ces soucis-là, mais qu'on trouve assez peu en grande conso. Après, une crème de rasage, ça pareil, on en trouve assez peu parce que d'habitude, on est habitué aux mousses et au gel. Mais ça permet d'être beaucoup plus onctueux aussi et de beaucoup mieux préparer le poil parce qu'en fait, on va malaxer et bien déposer le produit jusqu'à la base du poil et pas rester en superficie avec des textures très aérées.
Et ensuite, voilà, l'après-rasage anti-âge dont je parlais. Donc, c'est ce petit set de 3 produits qui se décline aussi du coup en coffret. Comme ça, on touchait à la fois l'univers masculin et féminin. Et celui-là, c'est le premier qui est sorti il y a 4 ans et demi. Et on a déjà, c'est la 5e version de la crème, la 2e version de l'avant-rasage et la 2e version de l'après-rasage. Parce qu'en fait, vu qu'on a des petits batchs de production comparés aux gros, et qu'on gère bien notre distribution comparé aux gros qui, eux, ont une distribution beaucoup plus dure à gérer, multi-pays, multi-canaux, etc. Ça nous permet de prendre en compte, au-delà de la période de prototypage, en fait, même une fois que le produit est sorti et se retrouve entre beaucoup plus de mains, de prendre plein de retours et de les injecter dans le produit, de prendre aussi en considération les attentes en termes de naturalité, même si nous, on les a aussi, formule après formule, batch après batch, les volumes augmentent et on peut se permettre de réinvestir les économies d'échelle sur une formule toujours plus quali. Donc voilà, au final, là, vous voyez 3 produits, mais ça fait une dizaine de dossiers, beaucoup de versions du pack. Et on a fait ça après de la même manière pour les soins pour barbe, puis pour les soins visage, et là maintenant pour les produits de styling. De plus en plus, on va directement vers la certification EcoCert. Donc nous, on est en Cosmos Nat. Ça aussi, chez l'homme, c'est assez rare. Il y a quelques belles marques comme Bivouac qui le font, mais ça reste un travail, on va dire, d'outsider, parce que l'homme, on se dit, bon, du moment que c'est fluo, que ça marche, qu'il y a un tennisman pour faire la pub, ça va passer. Donc, c'est un peu par silo comme ça qu'on essaie de lancer, puis d'améliorer. Et de plus en plus, on arrive à avoir cette version, on va dire, maintenant on parle beaucoup d'agilité, mais en général, on parle d'agilité pour des produits digitaux. Donc, c'est facile d'être agile quand on peut changer un truc en quelques clics. Sur le procédé industriel et le procédé de développement de produits, on arrive de plus en plus à l'être, c'est-à-dire que là, on a déjà les évolutions du produit sur 1 ou 2 ans en fonction des retours permanents qu'on a. Et je pense que pour une petite marque aussi, c'est une carte à jouer, c'est-à-dire l'écoute du client, pas seulement au moment de la conception, mais après pendant toute la vie du produit, pendant toute son évolution. Pour après, on arrive à avoir quand même des très bonnes notes. On est distribué chez Nocibé, Birchbox, même sur Amazon. Aussi, il y a des notations et on voit des moyennes qui augmentent tout le temps et des retours qui sont assez enthousiastes pour des produits pour hommes où normalement l'enthousiasme est assez limité. Il y a assez peu de notes où on dit oui, c'est bien, ça marche, mais là, on est là un peu au-delà des attentes classiques et en jouant pas mal la naturalité et la sensorialité, on arrive à les surprendre et à faire en sorte qu'ils se fassent plaisir quand ils prennent soin d'eux. Et du coup, tu travailles en partenariat avec un labo? Oui. Du coup, c'est ça? Avec qui tu t'envoies tu travailles un cahier des charges et c'est ça. C'est ça. Nous, on a un cahier des charges qui mixe un peu 3 ingrédients. Le premier, c'est des benches positifs ou négatifs, c'est-à-dire des trucs qu'on ne veut surtout pas ou des choses qu'on a bien aimées. Des fois, dans l'un, c'est une texture, dans l'autre, voilà. Ça va être un autre élément du mix. On envoie aussi des ingrédients parce qu'on a un apprenti pharmacien dans l'équipe, donc qui voit toutes les dernières innovations en termes de matières premières et d'ingrédients, souvent les nouvelles choses qui arrivent en termes de Cosmos compatible, comme on dit, parce que ça bouge beaucoup aussi, ce qui est considéré comme labellisable ou pas. Et ensuite, le troisième mix, c'est aussi les retours clients, comme on le disait. Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans un après-rasage? Voilà. C'est des choses qu'on sait ou qu'on ne sait pas. En tout cas, même si on les sait, on ne voit pas trop l'ordre d'importance des préoccupations. Mais par exemple, d'avoir un petit côté effet gras ou un temps de latence, on va dire, dans la pénétration du produit, même si ça dure 5 minutes, l'homme, ça l'ennuie. Donc, vraiment, travailler sur la pénétration rapide, mais il faut que ce soit très hydratant et que ça génère du confort aussi. En fait, ils sont compliqués. Voilà, une bonne contrainte de... bonne contrainte de formulation sur les parfums aussi. Alors, il faut que ce soit parfumé, mais certaines fois, il ne faut pas que ça rentre en conflit avec d'autres produits. Enfin, du coup, on essaie de récapituler les attentes clients. On regarde ce qui se passe sur le marché, parce que
on réinvente jamais complètement la roue sur tous les plans. Donc, il y a forcément des bonnes idées, même si ce n'est pas tout le produit. Encore une fois, c'est souvent juste un petit aspect à prendre. Et ensuite, une veille plus technique, on va dire, sur justement, en cosmétologie, les types de galéniques qui sont bien, de textures, voire d'ingrédients. Et on lui envoie tout ça. Et en général, ils reviennent vers nous en nous proposant 2-3 pistes, plutôt 2 en général, parce que vu qu'on a beaucoup travaillé en amont, ça réduit un peu le spectre du choix. Et on lui demande très souvent de nous en faire, eux ils ont les laborantins, etc., mais nous en faire une petite série comme des Discovery, quoi, d'une vingtaine que nous, on peut envoyer à nos clients les plus fidèles ou ceux qui étaient impliqués dans l'élaboration, à avoir ce premier pré-test en plus d'une autre. Et là, pareil, en travaillant de manière assez précise sur chacun des critères d'évaluation du produit, si on voit pas mal d'infos qualifiées, on va dire, aux formulateurs, la deuxième version, c'est quasiment la bonne. Des fois, il y a la troisième, il y a un dernier détail, on dit, finalement, on s'aperçoit que… Parce qu'on vit avec le produit aussi. Par exemple, une huile pour barbe, vous la portez toute la journée. Un parfum qui est très bien à l'ouverture, si vous passez la journée au soleil, il peut un peu tourner avec la chaleur. Un savon de rasage, vous allez le garder 2, 3, 4 mois à côté de l'évier. Est-ce que c'est vraiment un produit très dense et on en prélève assez peu avec le blaireau finalement à chaque fois? Est-ce qu'il ne va pas trop sécher dans le temps, etc., etc. Donc, voilà, le dernier batch de retour, c'est vraiment des trucs d'usage un peu plus quotidien où on veut valider jusqu'au bout que ça marche. Et même malgré ça, toujours sur un produit, une fois qu'on l'a produit, que nous, on continue à l'utiliser, quand on a des centaines de retours clients sur un batch de 10 000 pièces, ça va bien avoir 100, 200 retours clients spontanés ou des évaluations sur des sites. Là, on est plus à 400-500. Forcément, il y a des petits trucs où on se dit j'aimerais améliorer cet aspect-là pour aller encore plus loin. Donc, pour ça que je dis on peut prendre autant de précautions qu'on veut avant et c'est très bien de les prendre. Si on est un peu maniaque comme on est chez Barbier, il y aura des ajustements. Dans le temps, il faut être préparé psychologiquement à se dire que potentiellement, on peut le faire évoluer un peu après. Et je pense que les grands groupes le font un peu moins parce que, encore une fois, c'est pas leur faute. C'est qu'ils ont des contraintes beaucoup plus lourdes. Oui, c'est pas agile du tout. Tu parlais d'agilité, là, c'est plus compliqué. Agile du tout. Et puis, c'est directement dans plein de pays. Leurs sites sont… Nous, je vois quand on fait un changement de produit, pour finir sur ce point, souvent, c'est très à la marge au niveau de Linky, donc la composition des ingrédients. Donc, on peut garder ce qu'on appelle le même EAN, donc le code barre. Heureusement, sinon, ça crée une nouvelle REF, il faut supprimer l'ancienne. Ça, c'est encore plus lourd. Donc, on reste dans un cadre où c'est une évol marginale du produit, même si elle peut avoir pas mal d'effets après sur la sensorialité, mais d'un point de vue purement réglementaire, c'est une évol marginale. Par contre, les formulations doivent être changées sur tous les sites où on est vendu. Les visuels changent parce que vous avez forcément une photo recto et puis verso ou là derrière. La bonne. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder toutes les matrices, tous les supports qu'on envoie à tout le monde en se disant je partirai de la même base et je le renverrai après. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal d'en parler parce qu'on se dit toujours, voilà, une fois que c'est fait, après, je passerai au produit suivant. Il faut se dire que les produits sont vivants et pas passer ça comme un coup dur. Si jamais il y a un petit truc qui change, quand on y est préparé, ça passe beaucoup mieux. Moi, je sais, la première fois, comme je commençais aussi dans le secteur, je ne venais pas du tout de la cosmétique, ça m'a semblé être une galère. Maintenant, c'est presque naturel de se dire qu'un produit il vit dans le temps et grâce aux clients, on arrive à avoir, je pense, beaucoup plus d'insight marketing sur l'utilisation du produit qu'un grand groupe, alors qu'on a 10 fois moins de budget. Et c'est juste qu'on s'est organisé comme ça, on s'est ouvert comme ça sur toute l'évolution du produit, quoi. Oui, c'est une différenciation aussi. Oui, aussi. Ouais. Et du coup, donc, je rebondis sur le fait que tu dis que tu viens pas du tout de ce milieu-là. Et du coup, ça m'intéresse de savoir, c'est quoi, quel parcours ou qu'est-ce qui t'a amené à un jour te dire, tiens, je vais lancer des produits cosmétiques pour hommes. Ah oui, alors moi j'étais statisticien économiste à la base.
J'aimais bien les maths et l'application des maths à des problèmes voilà, concrets du quotidien. Donc, ça m'a orienté vers le marketing, où j'ai fait un doctorat en ce qu'on appelle Decision Science, donc modéliser les comportements de consommation. Et après, j'ai enseigné à Subdeco Paris et dans d'autres écoles pendant plusieurs années sur des sujets justement de marketing et un peu de développement durable aussi, parce que c'était tout nouveau. Donc, quels arbitrages on peut faire dans la conception de produits entre environnemental et marketing. Et ça m'a amené du coup au bout de quelques années d'enseignement, travailler dans ce milieu-là de l'innovation en développement durable chez EY, dans un média qui s'appelait Sun Sun Sun, etc. Et j'étais souvent en posture de conseil, ce qui est un peu plus proche du terrain que la posture de prof. Mais au bout d'un moment, ouais, j'ai eu envie d'innover par moi-même, on va dire. Et quand on a vu que sur le marché de l'homme, il y avait ce tel gap entre les produits de grande conso, d'un côté qui était d'un bon rapport qualité-prix, mais d'un prix vraiment modique parfois, surtout il marche énormément à la promo, 3 en 1, moins 30% en permanence, et ça finit par se ressentir quand même dans la qualité du produit. Et de l'autre, des beaux produits de marques dites sélectives ou marques de luxe, mais qui étaient quand même déconnectés par rapport à ce que les gens du marketing appellent la willingness to pay, donc ceux que le client est prêt à payer pour une crème hydratante, quoi. Alors évidemment, vu que c'est des marques qui sont souvent des marques que j'appelle for men, donc vous avez Clinique for men, Kleins men, nanana men, il doit avoir une cohérence de gamme par rapport au féminin. Si l'hydratant d'un côté est à 60 €, je ne peux pas le tomber à 15. Ouais. Mais un homme, pour un bon hydratant, il est prêt à payer 15-20 €. Au-delà, ça lui semble trop. Donc, soit on dit le client a tort, soit on se dit essayons de faire le meilleur produit imaginable pour lui dans cette gamme de prix-là. Et on peut faire de très belles choses quand on vend un produit final à 15-20 €. Ça, c'est possible. Donc, nous, finalement, par rapport aux grands, on avait l'avantage d'être sur un seul segment, de ne pas avoir cette contrainte d'un référent prix dans le féminin. Et donc, vraiment de designer une offre pour l'homme en fonction des paramètres de choix de l'homme. Voilà, donc finalement, on est un peu en parfumerie, la seule marque indépendante dédiée à l'homme, je pense, ce qui nous permet aussi de mettre tous nos efforts là-dessus, parce que l'homme, dans ces groupes, est quand même souvent le parent pauvre. On met un peu moins on s'excite un peu moins dessus, on fait un peu moins de lancements, voire très peu de lancements chaque année. Et nous, en étant beaucoup plus actifs, on arrive à se faire une place dans un monde qui est supposé être trop grand pour nous, parce qu'on est une petite entreprise de 4 personnes. Avoir une place. Vous avez démarré à 4 ou c'est... Ah non, je démarrais tout seul. Tu as démarré tout seul? Et puis après, petit à petit, voilà, l'équipe s'est constituée, logistique, formulation, contenu. Mais bon, tout ça pour dire que dans le cadre de personnes qui voudraient éventuellement lancer une marque, c'est possible de faire de la compétition aux grands quand on est sur un segment qui potentiellement intéresse pas trop les grands. Parce que eux, dès qu'ils mettent les moyens, soit par des rachats, soit par des investissements, même si ça leur prend 2-3 ans avant de sortir un produit, ils vont le sortir avec une économie d'échelle et une débauche de moyens face à laquelle on aura du mal à tenir bon. Mais voilà, sur des segments qui sont moins convoités, et s'ils sont mal convoités à tort en plus, parce que la demande est mal évaluée, ce qui est, je pense, le cas chez l'homme, hein, surtout en fonction des générations. Il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à préserver leur capital peau, à se faire un peu plaisir aussi dans la salle de bain, sans que ce soit l'éclat total non plus, parce qu'on reste dans des routines qui sont simples, mais elles peuvent être plus sensorielles, on peut y passer un tout petit peu plus de temps. Donc là, il y a vraiment une demande qui est mal couverte. Et je pense que cette conjonction-là est pas mal, quoi. C'est-à-dire être un peu dans l'ombre des géants, mais avec une audience, un public qui a, lui, pas mal d'appétence, quoi. Et du coup, toi, quand tu as démarré, donc toi, ta vraie expertise, elle était oui, dans tout ce qui était marketing, positionnement, etc. Et quand tu es arrivé au fait de, bon, bah, maintenant, il faut sortir un cosmétique, comment tu t'es dépatouillé dans ce milieu que tu ne connaissais pas
J'ai eu la chance d'avoir un super labo. Hein. Notre laboratoire, c'est Savoir des peuples, qui est tenu par Daniel Zoutard. Donc, Daniel nous a beaucoup indiqué quelles étaient les procédures de développement de produits. Quand on rentre dans le jeu aussi, vu que c'est un secteur qui a pas mal de code, on commence à geeker, entre guillemets, dessus, à se dire, allez, je vais lire les réglementations, je vais lire les protocoles, je vais être imparable sur la loi. Est-ce que sur un pack, il y a beaucoup d'informations. Hein. Donc, beaucoup de ces informations sont réglementaires. On se demande pourquoi il y a écrit des petits trucs ou des petits icônes partout et tout. Donc, au début, on a ce gros appétit de se dire, c'est compliqué, mais pas insurmontable. Et donc, du coup, en tapant dedans pendant 3-6 mois, je vais à peu près voir clair sur le paysage. Mais c'est vrai qu'il faut être prêt à se dire que c'est un secteur pour le bien du consommateur, et c'est très bien comme ça, qui est assez bien réglementé et assez codifié après dans tous ces protocoles. Donc, il faut être prêt à apprendre ça, je pense. Après, on peut faire complètement confiance aux gens avec qui on travaille. Hein. Et moi, j'avais confiance en eux, bien sûr, mais c'est aussi pour leur faire économiser du temps, de ne pas m'expliquer pendant 2 plombes chaque détail, que j'ai essayé d'en apprendre un maximum. Et puis, il y a des choses qu'eux n'anticipent pas forcément. Nous, on voulait pouvoir être disponible sur un marché anglo-saxon. Du coup, il faut quand même leur dire avant que parce qu'il faut que la fonction du produit, les précautions d'emploi soient en anglais. Il faut que Linky, même les ingrédients, il faut qu'ils soient en ce qu'on appelle CTANA, c'est-à-dire que les petits aqua, water, entre parenthèses, on se demande pourquoi. Ben voilà, c'est pour les États-Unis. Et donc, du coup, si on ne leur donne pas toutes les informations nécessaires, eux ne peuvent pas apporter les bons conseils aussi. Donc, quand on connaît tout le périmètre du problème, on peut aussi beaucoup mieux communiquer avec les gens avec qui on bosse et être sûr de leur donner toutes les infos dont ils ont besoin pour nous aider. Clairement, il faut bien s'entourer aussi. Oui. Nous, moi, je dis que j'ai geeké. Ça me plaît toujours de suivre les publications de Cosmebio qui nous envoient des études ou de me renseigner, enfin, la presse pour professionnels, je ne sais pas où on a le truc. On est abonné à Cosmetic Mag, donc je lis tout ce qui se passe et tout. Mais rien ne remplacera, même avec toute la volonté du monde, quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans le secteur. Donc, oui, c'est très important d'être très confiant avec son formulateur, avec son façonnier si ce n'est pas le même, de s'approcher aussi des fédérations qui sont très bien. Nous, on est adhérents à Cosmed, qui est une des fédérations, et ils nous ont aidés dans des conseils sur l'export, sur des points réglementaires précis. Donc, oui, il faut aller vers les experts et discuter avec eux au maximum. Ouais, ok. Et du coup, tout ce qui est, parce que tu parles du coup des États-Unis, des Anglo-Saxons, tout à l'heure tu m'as parlé des enseignes chez qui vous étiez présent, c'est toi qui t'es occupé de la distribution? Oui. Parce que Monsieur Barbier est quand même très bien distribué. Ah, c'est gentil. Jamais assez, jamais assez. Je te vois partout. Ah, c'est gentil. Oui. Alors après, là aussi, je pense qu'il faut un peu se donner du temps. Je sais qu'on aimerait que tout arrive. Mais nous, vous voyez, il y avait déjà au moins un an que les produits étaient sortis quand on a eu les premiers contacts distributeurs. Et je me mets à la place des distributeurs. C'est-à-dire qu'il faut quand même que la marque ait fait ses preuves par elle-même, qu'il y ait ce qu'on appelle un début de market fit pour que lui, il ait envie ne serait-ce que de regarder. Parce que après, ça lui prend du temps, ne serait-ce que d'examiner marque par marque avec tout ce qui sort. Il doit faire un peu mes filtres. Donc, il y a un premier filtre de faire un peu l'épreuve par soi-même. Ensuite, on peut aller vers eux des fois, ou des fois eux viennent vers nous. C'est arrivé sur quelques cas parce que ils veulent toujours coller à la demande. Et si vous êtes dans le bon tempo, il y a quelques marques avec vous qui collent à cette demande-là. Donc, quelques marques qui vont être auditionnées pour potentiellement couvrir cette catégorie-là. Et parce que tu as commencé avec quel type de distributeur? Le tout premier, c'était Birchbox. Tu as commencé par les... OK. Ouais. Alors, c'était, nous, l'édition Homme, c'était une petite édition à l'époque. Maintenant, elle grossit d'année en année, ça devient très gros, même l'édition spéciale Homme.
Mais au début, c'est vrai qu'on était dans cette nouvelle génération de marques que représente un peu Birchbox. Il y avait assez peu de marques hommes. Ouais. Donc, assez rapidement, on s'est trouvés. Ils ont exactement compris le délire dans lequel on était. Et maintenant, on travaille énormément avec eux depuis les débuts. Ça ne fait que s'accélérer. Nocibé, qui aussi nous ont fait confiance assez tôt. Alors après, il y a tout un processus pour que chacun de notre côté, on évalue bien la demande. Donc, en général, pour les nouvelles marques, je parle de ce distributeur-là, mais il y a d'autres enseignes qui sont dans le même cas. On va tester en ligne, voir s'il y a un peu de traction. Après, dans quelques magasins qui correspondent au profil de magasin de la marque. Et après, on va étendre progressivement parce qu'en fait, c'est une prise de risque mutuelle aussi, parce que la marque s'en rend pas forcément compte, mais elle va devoir produire de plus gros volumes, mobiliser du stock. Si jamais ça ne tourne pas, ça va l'handicaper dans son mouvement. Donc, je vois vraiment la relation avec une enseigne comme un partenariat, quoi. Il y a pas, bien sûr, il y a un client, il y a un fournisseur, mais il y a un intérêt commun qui est quand même de faire grossir la catégorie, dans notre cas, parce que c'est une catégorie qui est encore trop petite en parfumerie. Et donc, ça veut dire que les parts de marché vont à la grande distribution, vont en ligne, etc. Donc, on a l'objectif commun de la faire grandir. On a l'objectif commun d'apprendre aussi ce qui marche et ce qui marche moins en termes de références. Nous, on a souvent eu de la chance dans le sens où il y a peu de références qui tournaient moins. Et puis, quand on lance sur une nouvelle, assez vite, elle rejoint les autres. Bon, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup basé sur les échanges avec les clients. Mais je sais que si un jour, il y en a une qui marche un peu moins, on aura un interlocuteur ou des interlocuteurs maintenant avec des enseignes, parce qu'on est aussi chez Passion Beauté, Beauty Success, Oya Beauté, de leur dire là-dessus, est-ce que vous pensez que si je vous présente 2-3 pistes, ça vous intéresse d'en discuter? Est-ce qu'on en fait une nouvelle version? Est-ce qu'on l'élimine pour le remplacer? Ou est-ce qu'on oublie carrément ce type de référence? Donc, c'est pour ça que dans le temps, en plus, quand on a l'habitude de travailler avec les gens, moi, je les vois vraiment comme des partenaires de l'entreprise et c'est très loin d'une relation qu'on peut imaginer, fournisseur, distributeur, hein, quand on entend à la télé sur la grande distribution qui ne paye pas, qui tue les… Voilà. Alors après, c'est le monde tue les un petits. peu… Hein? Qui tue les petits. Qui tue les petits, etc. Il y a je pense qu'il y a certains grands aujourd'hui, ils sont devenus grands en partie grâce à l'extension de ces réseaux de parfumerie qui étaient plus embryonnaires avant. Et en même temps, ils ont connu un grand développement. Donc, c'est vraiment clé de se dire que cette offre du sélectif, elle est liée aussi bien aux marques qui font des très belles choses qu'aux distributeurs qui prennent pas mal de risques aussi sur un certain nombre de marques. Donc, après, je pense que les discussions sont dans tout autre ordre quand c'est une des grandes majors qui parle avec un grand groupe. Parce que c'est des montants de coopération beaucoup plus larges, qu'il y a quelques compétiteurs, en fait. Quand on regarde Estée Lauder, L'Oréal, LVMH, Clarins, voilà, ils sont quelques-uns. Et il faut essayer d'avoir la meilleure part du marché, la meilleure part du gâteau face aux autres, auprès d'une même enseigne. Donc là, c'est plus se partager un gros gâteau. Dans le cas avec un petit, je pense que c'est plus faire grandir la taille du gâteau. Et de toute façon, on ne va pas commencer à débattre des heures sur la manière dont on le partage, parce qu'on a beaucoup plus à gagner à travailler ensemble sur le faire grossir. Et voilà, mais ça, on en parle. Enfin, ça a peu, ce type de partenariat-là a peu de visibilité, on va dire, parce que on n'en parle pas aux infos. Ouais, c'est ça. On n'en parle pas dans le capital. Pas de Il scandale, est devenu riche en ouvrant une boulangerie à San Francisco. C'est beaucoup moins intéressant. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, il y a des TPE qui travaillent avec des grands groupes et qui font des choses ensemble. Quoi. Ouais, oui. Non, c'est top. Et du coup, tu parlais de tout à l'heure, une question antérieure sur vous êtes une marque totalement autofinancée? Alors, oui, on l'a été pendant 4 ans jusqu'à l'an dernier. Ok. Parce que je trouve qu'il y a un peu d'accompagnement, hein, je dois le dire. Nous, quand on a voulu passer
un maximum de références en EcoCert Cosmos-Nat et qu'on a voulu faire cet effort de passer un cran au-dessus en termes de naturalité. Les produits étaient déjà à 95% naturels, etc. Mais il fallait, sur une gamme existante, faire une V2 qui demandait pas mal d'efforts. On a eu un accompagnement de BPI, ce qu'on appelle les AFI, aide à la faisabilité de l'innovation, qui n'est pas forcément une très grosse aide, mais qui nous a aidé à passer le cap, parce que ça amortit un peu le choc en termes de dépenses à sortir. Mais c'est vrai que je trouve que autant sur comme ça, les amorçages, les débuts, etc., il y a un peu d'accompagnement, même si les entrepreneurs en voudraient toujours plus. Mais nous, en tout cas, on a pu avoir ce petit coup de pouce de la BPI qui nous a bien aidés. Après, dans une seconde phase où on commence à travailler avec les distributeurs et où on a des enjeux de trésorerie, c'est ça. Que, voilà, parce que plus tu grossis, voilà, pour 9 mois quasiment de vente en un coup. Donc, moi, je vais sortir l'argent là et après, les paiements vont s'étaler dans le temps. Il n'y a pas à chier, si je peux me permettre. Permets-toi. À un moment donné, il faut que de l'argent soit sorti. Et ça, c'est du financement de stock. C'est vu comme ça par les banques. Donc, elles ne le financent pas. Ce que je peux comprendre, parce que ce stock n'a pas de valeur si l'entreprise n'est pas là. Donc, on ne peut pas faire d'hypothèque dessus ou quoi que ce soit, comme dans un autre investissement. Si j'achetais une machine ou un bâtiment, il y a des garanties. Là, il n'y a aucune garantie en face. Et dans les types d'accompagnement, ce n'est pas toujours présent, cette idée d'aider à la croissance. Donc là, en effet, on a dû essayer de trouver des solutions. On l'a trouvé auprès d'un fonds, parce que nous, on est basé à la fois à Nîmes et à Paris. Donc, on a trouvé à Nîmes, dans la région Occitanie, un fonds d'entrepreneurs, donc d'anciens entrepreneurs qui avaient réussi, qui avaient revendu ou qui étaient encore en activité, mais qui ont fait ce fonds pour l'innovation régionale, on va dire, qui, du coup, est rentré au capital et qui nous a permis d'avoir ce fameux fonds de roulement pour, sur 15 références, toujours avoir 6 mois de stock et être sûr de ne jamais avoir de rupture ou un minimum de rupture. Parce que dès que vous êtes en distribution, il y a une place qui vous est réservée dans le rayon et cette place, il faut toujours que… Voilà, c'est un accord donnant-donnant, on vous la laisse, mais vous devez assurer aussi. Donc, ça nous a permis de rentrer un peu plus confiant auprès d'autres enseignes. Et encore une fois, la moitié de cette levée de fonds, on va dire, est partie quand même dans le fonds de roulement. Et l'autre partie a permis d'accélérer un peu tout ce qui était innovation. Parce qu'avant, on attendait vraiment, comme je le disais, d'avoir récolté les fruits d'une sortie pour en faire une autre. Et parfois, ça a espacé de sortie de 6 mois, 9 mois, 1 an. Alors que là, typiquement, la gamme Final Touch, on aura sorti 3 références en 4 mois, ce qui est vraiment super pour nous. Bon, par rapport à un grand, ça semble microscopique, mais ils peuvent sortir une gamme de 10 produits. En claquant des doigts. Mais oui, au bout d'un moment, en fait, je pense que c'est un peu… je ne sais pas. Ou sinon, je ne connais pas la solution, à moins d'avoir des fournisseurs qui vous donnent d'énormes délais de paiement et mettre de la facturage d'un côté ou une solution qui vous permet d'être payé de suite. Soit la progression est très linéaire et dans ce cas-là, vous pouvez vous constituer le petit matelas de fonds de roulement au fur et à mesure du temps. Mais dès que ça accélère un peu plus vite, il faut injecter à un moment donné cette essence-là dans le moteur. Plus tu grossis, plus tu as besoin de… Les fonds sont proportionnels à la rançon du succès. Et quand ce n'est pas linéaire, on ne peut pas l'avoir mis de côté avant. Donc, ou sinon, on a d'énormes marges. J'ai vu quelques marques qui sont sorties comme ça, avec des produits à beaucoup plus forte marge et donc, du coup, plus rapidement, même si les ventes augmentent vite, on a eu le temps de se mettre de côté un petit matelas. Mais ça, c'est pour des marques qui vendent à 50 €, des produits dont le coût de revient est à 3-4 €. Il faut des coefs supérieurs à 10 pour… ce qui n'est pas du tout notre cas, même si on progresse.
Mais le but du jeu, dans notre cas, c'était au contraire d'avoir une marque qui concerne un maximum d'hommes, vu que souvent c'était le prix qui était rebuté. Si c'était pour reproduire la structure de prix d'un gros, ça ne servait à rien. Ouais. Donc, on a plus, nous, une stratégie de volume, et plus on a une stratégie de volume dans le sens où on propose un super rapport qualité-prix et de fait, on a une plus faible marge et de fait, on va compenser ça par atteindre des volumes beaucoup plus conséquents. Ben là, on est d'autant plus sujet à avoir ces enjeux de fonds de roulement parce que l'équilibre confortable sera atteint à partir de quelques millions de chiffres d'affaires par an. Ouais. Ouais. Bon, après, il faut avoir après la stratégie de développement en lien avec son positionnement. Nous, on sait que ce sera, on savait dès le début que ce serait assez long d'avoir une marque qui touche beaucoup de personnes avec un bon rapport qualité-prix. C'est beaucoup plus long de trouver sa vitesse de croisière que si on arrive à percer dans du très haut de gamme. Oui, oui, c'est sûr. Ça nous va. Il faut juste le savoir. Toutes les stratégies. Oui, il faut le savoir au début, comme tu dis. Il ne faut pas être... OK. Et j'ai 2 questions pour terminer. Oui. Sur... est-ce que tu aurais une anecdote ou voilà, une petite galère d'entrepreneur que tu as eue au départ? Oui, au départ, j'en ai eu plein. Au départ, nous, en fait... Non, on en a plein. Franchement, au départ, s'il y a des gens qui sont au départ et qui nous écoutent, assez vite, je pense, et à plusieurs occasions, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait dans cette galère, quoi. Mais vraiment, on se dit, je me fais du mal à moi-même. Nous, au début, c'était une livraison de produits, en fait, dans un petit bureau rue Saint-Marc à Paris. Donc, il y a un assez vieux bâtiment Art déco, si vous passez là, juste avant l'entrée du passage parisien, là. Et des mecs nous livrent les produits, mais j'avais mal estimé le volume. C'était la première fois qu'on avait ces nouvelles références. Et les mecs disent on arrive avec le camion, etc. C'est la pause déjeuner en plus, donc dans Paris, plein de monde et tout. Je descends, mais je me dis on va les mettre un peu dans le hall. Et le mec baisse le haillon du camion et il sort 2 palettes. Il dit je les pose où? Parce qu'il y avait la rue, le trottoir, etc. Donc le mec a eu la gentillesse de passer sur un truc bateau là pour poser les palettes sur le trottoir. Mais je me retrouve avec 2 palettes. Bon, c'était pas à hauteur maximale, mais quand même 2 palettes remplies à mi-hauteur en plein Paris entre la poste du midi et 2. Sur le trottoir, ça empêchait tout le monde de passer. Les gens klaxonnaient parce que le camion, il lui fallait 20 secondes pour livrer, mais 20 secondes à Paris, on dirait que c'est déjà 2021. Ouais. Et donc, du coup, je me suis tapé de les remonter aller-retour on était au 4e étage, 3 partons par 3 cartons. Voilà, et là, donc j'ai passé ma pause déj en sueur à faire ça avec tout le monde qui me gueulait dessus, parce que le Parisien, au moment de sa pause, il est très sympa par ailleurs, mais au moment de sa pause, il a peu de temps, donc il ne faut pas lui gâcher son temps. Et moi, j'ai fait chier tout le monde dans ce quartier qui est très dense, pour ceux qui connaissent le quartier Bourse, avec mes palettes. Et tu te dis, voilà. Je ne suis pas cher payé pour porter des cartons au 4e ou 5e étage. Ouais, et puis surtout, je n'étais pas du tout préparé, donc je me prends contre-pied sur contre-pied, quoi. Souvent, c'est ça au début, ce qu'on se dit. J'ai des mauvaises surprises. Alors, ce n'est pas des mauvaises surprises, c'est plutôt des coups de pression. Voilà. Ouais. Des coups de pression sur coups de pression. Maintenant, on a un entrepôt, on a le transpalette, etc. Mais à chaque fois que je vois le transpalette, je pense aux galères que j'ai eues avec les cartons au début, à mes palettes dans Paris. Ouais, c'est assez marrant. Et du coup, tu donnerais quoi comme conseil à un néo-entrepreneur en fait, c'est vraiment un conseil de bon sens à la con, mais c'est d'aligner ses attentes avec ses objectifs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous voulez créer le futur Lancôme, c'est possible, peut-être, mais il faut penser à ça jour et nuit comme un malade. Il va falloir lever pas des millions, mais des dizaines de millions. Il faut parfaitement connaître ce segment-là, etc. Si vous n'alliez pas avec cette ambition démesurée, ça va être assez décevant quoi que vous fassiez. Et du coup, ça va être une galère
absolue parce que vous serez toujours très loin de votre objectif. Alors que si vous êtes dans le bon mindset, au moins, vous savez que plusieurs des jalons, vous allez les franchir, etc. Peut-être que vous ne le ferez jamais, ce grand com. Mais vous allez potentiellement aller jusqu'à 80% du truc. Pour ça, et après, vous faire acheter. Mais il faut comprendre que vous allez rentrer dans la big finance et tout ça. Je donne cet exemple un peu caricatural, mais dans notre exemple, faire une marque sur un marché qui n'est pas très mûr, parce que le marché de l'homme… ça fait longtemps qu'on en parle, mais tu sais que moi, quand je faisais mes études, c'était il y a 20 ans où on parlait déjà du marché de l'homme. On disait, ah, l'homme, c'est le futur et tout. Ouais, non, là, c'est le futur. Ouais, et là, il met du temps à arriver, le futur. Il met du temps à arriver. Donc, ça met du temps. Vous voulez faire un super rapport qualité-prix, donc vous avez peu de marge. Donc, il faut accepter que pendant un moment, vous ne serez pas payé. Et quand vous serez payé, vous devrez tout faire parce qu'il n'y aura pas une grosse équipe. Que tout le monde va vous dire à chaque fois que vous parlez de votre marque, ah, c'est bien, mais l'homme, c'est tellement petit, etc. Si on sait que ça va être ce chemin-là, eh ben, on s'organise même au niveau de son mode de vie, de son équipe, de ses ambitions en fonction de ça. Voilà. Après, il y a des trucs. Si on se dit, bam, je veux faire un coup à la respire, entre guillemets, c'est-à-dire tout basé sur les réseaux sociaux, avoir une promesse super claire et toucher un super clair et simple, on va dire, sans vouloir renier quoi que ce soit, et toucher un très grand public, il faut vous dire, n'y pensez même pas si vous n'avez pas 200 000 fans sur Instagram. Donc, il faut commencer il faut que j'accepte de créer une audience, une communauté, qui en ait une ou pas, enfin des gens qui me suivent, parce que des fois, communauté, c'est un peu usurpé, et que j'ai mon propre reach. Et après, ce que je vais faire, c'est monétiser ce reach avec des produits, que ce soit des bijoux, des crèmes ou des pneus, quoi. On s'en fout, mais c'est… Et alors, vouloir faire un parcours comme ça avec un produit sympa, frais, etc., en regardant la trajectoire d'un Respire ou d'un autre, sans se consacrer pendant 1 an, 2 ans purement à créer la communauté, ben on va être forcément déçu. Parce que si on n'y passe pas à temps plein et qu'on n'a pas un créneau très précis, la communauté, on va avoir 100 nouveaux fans par mois. Et ce n'est pas ça qui va faire l'écoulement du produit, quoi. Donc, je me dis, c'est toujours essayer d'aligner, de bien être aligné avec son projet, j'allais dire. Et en fonction de ça aussi, je pense que ça permet de revoir ses ambitions assez vite. Parce que quand on s'aperçoit de ce qu'il faut ou ce qu'il faut faire pour arriver à son objectif, souvent on se dit, soit je ne vais pas être capable, soit ça va trop me faire chier, soit en fait, c'est tellement risqué que je préfère un truc un peu moins risqué. Et c'est là que je trouve que souvent les gens que j'ai vus autour de moi commencent à imaginer des cibles ou des stratégies qui sont un peu plus originales, un peu plus malines, etc., plutôt que les grands archétypes qu'on voit à la télé ou qu'on voit sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, faire un effort de se projeter, à vraiment faire la liste et vraiment se dire, je vais faire tout ça, est-ce que je suis vraiment prêt à et faire un contrat avec soi-même, de se dire, si je vais là-dedans, je signe pour cette liste, cette to-do à faire et je m'y engage pour ne pas me fool myself, hein, on va dire, pour ne pas me duper moi-même. Et comme en général, ce truc-là, on a du mal à le signer, assez tôt, on révise un peu le modèle et l'objectif pour trouver un truc qui nous correspond mieux. Et ça, souvent, les gens le font en cours de route, ce qu'ils s'aperçoivent. Alors que même en parlant avec quelques personnes ou en faisant cet exercice vraiment intellectuel de tout lister, ils auraient pu le voir peut-être un peu plus tôt, quoi. Voilà. Bien penser son truc, quoi. Ouais. Et puis après, et toujours dans la même idée de vraiment avoir des jalons, quoi. Parce que quel que soit son objectif, il va être long. Enfin, moi, je ne connais pas de marque qui soit vraiment installée comme marque en moins de 5 ans. 5 ans, quand on les prend un jour après l'autre, c'est très long. Et encore, au bout de 5 ans, on reste une petite marque. Donc, il faut arriver à se placer des jalons intermédiaires qu'on considérera vraiment sur le moment comme une victoire, même si ce n'est pas l'objectif final, de se fixer des jalons sur lesquels on sera très content. Et du coup, ça permet aussi un peu de prioriser, c'est-à-dire que voilà, si on a ses premières victoires, on a concentré les moyens et l'énergie sur un truc précis, sans partir dans tous les sens, et le reste, on sait qu'on veut le faire, mais ce sera un peu plus tard.
Donc voilà, avoir une ligne, voilà, on est bien conscient du chemin à faire et on se pose des jalons pour se récompenser le long du chemin. C'est vrai que tu as raison parce que c'est difficile en fait. On a tellement d'idées et Ouf. d'envie qu'on voudrait tout faire tout de suite et c'est pas possible. Et ça demande un effort de le jalonner, de se dire ok, ça sera pour plus tard. Ouais. Parce qu'en fait, sinon, tout est déception. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est déception tout le temps. Et je trouve que c'est ça le plus grand danger de l'entrepreneur, que ce soit dans le secteur ou dans un autre, parce que j'ai d'autres amis qui sont dans ce truc-là, c'est de crouler sous l'insatisfaction, qui grandit dans le temps, qui peut même tourner en aigreur parfois, etc. Donc, ce que je ferais, c'est, quand je dis expectation management, c'est vraiment ça, quoi. Et essayer de savoir précisément ce qu'on veut, si on est prêt à le payer, et après de savourer les victoires au moment où elles sont là. Parce qu'il faut se dire qu'on va crouler sous 90% d'insatisfaction en permanence. Et il ne faut pas que ça arrive à 100%, sinon on pète, quoi. Ouais, c'est ça. Et au bout d'un moment, c'est terrible. En fait, je vois les gens quand the thrill is gone, comment on dirait? Putain, je fais mon Jean-Claude Van Damme, là, parce que je suis fatigué. Quand la flamme s'est éteinte, après, en fait, ça ne redémarre pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ah non, c'est clair. Quand on a été trop épuisé, quand on s'est trop crispé, quand on a trop souffert de ces mécontentements, de ces frustrations, etc., au bout d'un moment, on laisse tomber. Et en fait, j'ai l'impression que l'esprit a un réflexe de dire non, n'y retourne pas. Donc, les gens, ils vont de manière un peu forcée, mais en fait, le projet est mort dans l'âme à ce moment-là. Et des fois, il dure encore quelques années, mais l'envie. Il n'y a plus la flamme, comme tu dis. Voilà, donc c'est un peu pour ça qu'on est un peu son pire ennemi dans le fond. Parce que vu que les gens qui font ça, ils ont quand même ce fameux idéal, ce fameux projet qu'ils veulent atteindre. S'ils ont niveau d'exigence-là en permanence, ça va générer, encore une fois, c'est très très bien pour 80-90% du temps. Ah, ça, j'aurais dû mieux le faire. Ça, il faut qu'on optimise. Là, il faut qu'on ait plus de trésor, bidule le truc. Il faut réserver une poche d'espoir à tout le long, quoi, pour la soif. Un peu de satisfaction au milieu de tout ça. Il faut savourer les petites victoires, c'est ça. Voilà. Tu as raison, exactement. Les petites comme les grandes d'ailleurs. Mais... Oui. Ok, top. Moi, je crois que... Ah si jamais tu as un petit avis sur le marché aujourd'hui de la cosmétique naturelle, toi qui es là depuis 5 ans, qui a peut-être vu bouger les choses ou changer ou... Ouais. Alors, j'aurais un petit warning à dire autant on pouvait se faire une place naturelle dans le naturel, jeu de mots, non, une place un peu naturelle il y a 4-5 ans parce qu'on était naturel. Ouais. Aujourd'hui, comme tous les gros sont en train d'y aller, la Provençale, mais aussi tous les gros, ils sont en train de resetter leur formulation. Eux, ça prend 2-3 ans. Ça ne prend pas quelques mois comme nous, pour les raisons qu'on a évoquées, mais ça prend 2-3 ans, donc ça va arriver là. Donc, on ne peut pas se dire qu'on a une place ou qu'on est légitime parce qu'on est naturel, vegan et sympa. Ça pouvait suffire comme positionnement, et encore, c'était un positionnement précaire parce qu'il était destiné à être très attaqué dans les années à venir. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se dire qu'on crée une marque qui a ses vrais atouts de marque et qui, by the way, joue dans la catégorie qui aujourd'hui représente 10% du marché, qui est le naturel, et c'est celle qui va faire 80% du marché bientôt. Donc, on se situe dans cet univers-là, mais ce n'est pas notre seul atout, quoi. Parce que sinon, on va devenir une commodité, entre guillemets, parce que vu que ce sera le nouveau standard d'ici quelques années, je sais qu'on n'y est pas encore, mais de ce que je peux voir, ça arrive quand même assez vite. Il faut avoir de l'originalité dans ses formulations, dans son produit, dans son mix, pour ça ne passe. Donc, pas tout miser là-dessus, se dire que c'est un prérequis, se dire qu'on peut bien sûr aller un peu plus loin que les grands en faisant du suivi, du tracking, qu'est-ce que je voulais dire? De la traçabilité, voilà. De la traçabilité sur l'origine des produits, qu'on peut aller vraiment chercher les meilleurs ingrédients, etc. Mais aller plus loin que simplement je suis un produit naturel et vegan et sympa. Ouais, ça c'est juste la base. Enfin, ça fait partie ça devient la nouvelle base. Voilà, je suis d'accord avec tout le monde que si on rentre dans un supermarché, dans une parfumerie aujourd'hui, on se dit non, c'est pas ça la base.
Et ça la devient. Et on a raison de se le dire parce que ça n'est pas aujourd'hui, mais ça l'est de plus en plus. Et encore une fois, dans 3, 4, 5 ans, ça le deviendra. Et c'est là qu'on est censé, que la marque sera censée prendre son ampleur. Donc, il faut qu'elle ait un petit plus. Ou un gros plus, ou être complètement barré et décalé, tout en ayant oui, une vraie personnalité, une vraie niche, un vrai… Et oui, et oui. Et quand des fois, alors moi, c'est beaucoup plus rare que toi, je pense que je suis beaucoup moins avenant, surtout quand je suis pris à contre-jour dans un entrepôt avec une grosse barbe. Mais il y a des fois des gens qui me demandent mon avis et ils disent « Ah ouais, je me suis rendu compte que les produits, il y avait beaucoup de produits chimiques et je viens d'avoir un enfant et je me dis pour elle qu'elle vive dans un monde meilleur, ce serait mieux qu'il y ait des produits naturels et sans ces trucs. » Je dis « Mec, ça fait 15 fois que j'ai entendu cette histoire et elle est vraie, je suis sûr qu'elle est sincère. » Mais elle suffira. Aujourd'hui, bon, c'est fini, ça. Hein. Et voilà. Et après, par contre, la bonne partie de ça, c'est qu'avant, pour faire des marques naturelles, véganes, en gros, des marques plus clean, il fallait vraiment jouer le coup du clean, c'est-à-dire qu'il fallait mettre des petites feuilles, des trucs, à laver les dards et tout. Ouais. Sinon, personne ne vous croyait. Aujourd'hui, vu que c'est la nouvelle base, on peut faire ce qu'on veut et ça ne choquera plus personne d'avoir un packaging rose fluo, une fille qui saute en parachute et de dire je fais des produits naturels, quoi. Je dis ça, encore une fois, c'est un exemple à la con, mais pour dire que on peut s'affirmer en étant naturel, ce qui était difficile avant, parce que ça fait très bizarre aux gens si vous aviez un branding très marqué en dehors des clous, de la petite feuille, de la marguerite et du truc. Du transparent, du vert. Voilà. Donc, voilà, ça s'est libéralisé en gros. Tout est permis, mais il y a beaucoup de gens qui sont là. C'est vrai. J'en parle souvent. Beaucoup de marques naturelles, c'est même pas marqué sur le paquet, quoi. Enfin, il n'y a même pas le mot naturel. Alors, il y a un logo, des fois, effectivement, EcoCert ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas du tout le critère qui est joué, quoi. Je pense. Et après aussi d'aller jouer. Alors, nous, on essaie de le faire de plus en plus, même si l'homme regarde moins l'ingrédient, mais d'aller aussi creuser un peu dans les ingrédients, les actifs, etc., sortir des sentiers battus. Autant les formulateurs que les façonniers, etc., ont un peu tendance à recombiner des standards. Mais vous, dans votre brief, pour boucler avec ce qu'on disait au tout début, pouvez être, même si vous n'y connaissez rien, aller faire ses recherches et soumettre. Et j'ai dit, je pense que tel actif, est-ce que peut-être ça peut exister ou j'ai vu ça dans telle marque coréenne, etc. Je trouve ça intéressant à ce qu'il y a à creuser. Voilà. Innové, des ingrédients naturels nouveaux, il va y en avoir, nouvellement utilisés en cosmétique, il va y en avoir un peu plus et ça peut être intéressant de prendre un temps d'avance dessus, quoi. Oui, il faut jouer un peu d'innovation, quoi, pas que pour les gros. Exactement. Ok, top. Moi, je crois que j'ai épuisé ma liste de questions. Ok, c'est très gentil. C'est très gentil. Ça m'a fait plaisir de faire une petite rétrospective parce qu'on oublie, on est toujours dans le. Ouais, c'est ça. Toujours après, mais on ne se souvient plus. Voilà. Et si parmi ton environnement, ton entourage, des gens qui sont intéressés par le masculin, à travers ton intermédiaire, je suis à dispo pour en parler. C'est quand même le marché que je connais le mieux et sur lequel je pense qu'on ne peut pas faire. C'est clair. Carrément. Alors, en plus, j'étais contente de t'avoir parce que je pense que j'ouvre une porte, comme on dit, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais moi, j'ai beaucoup de femmes dans mes formations pour créer sa marque. C'est vrai que voilà, c'est franchement 95% féminin. Alors, je sens que ça arrive. J'ai des hommes qui s'intéressent à ce marché-là et qui veulent sortir des marques. Des femmes qui peuvent faire du masculin, parce que mais aussi, les cadres des grands groupes, c'est aux trois quarts des hommes. Donc pourquoi ce ne seraient pas des femmes qui seraient un peu leaders sur le masculin? Oui, c'est un marché auquel elles ne pensent pas tout forcément. Et non, c'est… Après, c'est vrai qu'à défaut de penser masculin ou féminin, parce que le marché est un peu structuré comme ça aujourd'hui, mais dans les tendances qui vont suivre celle de la naturalité, il y aura certainement que ce sera no gender ou des marques mixtes. Et ça, beaucoup en parlent, mais les gens ils me disent « je suis no gender ».
Je lui dis, ça fait quand même très girly pour le gender. Aussi, le gender, ça fait quand même. Ah, c'est ça. Moi, avec Princesse Leia, je peux pas, quoi. Si avec Marquis, je peux pas non plus. Mais des fois, je vois des gars qui font des marques no gender. Je dis, mais tu l'as montré une fois à une fille, parce que c'est quand même très masculin de A à Z, quoi. Ouais. Techniquement. Donc, oui. Mais potentiellement, se dire, est-ce que je veux absolument une marque genrée et est-ce que dans les nouvelles approches comme la naturalité, ce no gender mérite pas qu'il y ait plus de marques qui le servent? Parce qu'aujourd'hui, finalement, on en parle, mais il y en a très peu, quoi. The Ordinary, peut-être, voilà, quelques-unes. Ouais. Dans le visuel, oui, mais après, les produits sont quand même très C'est typés ça, les produits, après, ils sont féminins. très… Mais bon, nous, on a pas mal de clients qui ont du The Ordinary, Ah ouais? qui sont les plus pointus, on va dire. Mais est-ce que c'est dans l'univers du soin, ce qui est le plus proche de ce qu'eux pourraient consommer, vu qu'ils sont très mal servis. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas des masses de produits mixtes ou de marques mixtes. Bon, super. Eh ben, merci pour cette heure. C'est passé très vite. Avec plaisir. Je te libère. Et écoute, avec plaisir, dans un prochain contexte. Ça marche. Plein de bonnes choses pour Princesse Leia, alors. Ouais, bah pareil. À très vite. À très vite, au revoir. Merci.